Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de Carbone 4, vous êtes président de The Shift Project et vous avez publié fin 2015 Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie aux éditions Odile Jacob. Alors, le postulat de base de ce livre, c'est que toute situation économique et par extension sociale et politique dépend avant tout de la quantité d'énergie consommée dans une économie. Alors, je vais lire un passage pour commencer, un passage qui fait réfléchir tous ceux qui font des prévisions économiques et Exerfi en est concerné. Depuis les années 80, le PIB par personne en moyenne mondiale varie très exactement, avec 1 ou 2 années de décalage, comme la production mondiale de pétrole en volume, indépendamment des prix. Est-ce que cela veut dire que, puisque la production baisse en ce moment, il faut s'attendre à une récession très bientôt ? Alors, la réponse est oui. Oui. Du reste, on en voit les prémices en ce moment. Tout le monde est en train de se gratter la tête sur le ralentissement des émergents, la croissance qui repart pas tant que ça dans les pays de l'OCDE. En fait, quand on regarde la situation économique dans les pays de l'OCDE, la croissance est repartie sur la base de l'augmentation patrimoniale d'une toute petite partie de la population. Les salaires sont pas repartis, le taux d'emploi n'est pas revenu à ce qu'il était en 2007, la production industrielle baisse un peu partout. Et tout ça devient très logique si on fait intervenir l'énergie. Parce que l'énergie, c'est la nourriture des machines. Et en fait, la civilisation industrielle, ça n'est rien d'autre que d'avoir transféré la transformation du monde des hommes aux machines. À l'époque du Moyen-Âge, c'était nos bras et nos jambes qui transformaient le monde. Pas vite, pas de manière massive, pas très rapidement. Donc le PIB était proportionnel à la population. Plus vous aviez de bras et de jambes, et plus vous transformiez l'environnement. Et quand on est passé aux machines, ce qui transforme l'environnement aujourd'hui, c'est les machines. Les machines mangent de l'énergie et les machines sont quelques centaines de fois plus puissantes que les hommes. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Et donc s'il y a moins d'énergie pour les machines, et en particulier moins de pétrole pour alimenter les transports, vous avez moins de PIB. Ça marche extrêmement bien. Alors j'ai relevé un autre passage, vous n'allez pas vous faire que des amis parmi les écologistes. En annonçant des émissions croissantes sans limite en cas d'inaction contre le réchauffement climatique, les partisans de l'action accréditent paradoxalement une idée très sympathique: ne rien faire signifierait une économie encore en croissance sur 85 ans, quoi que puisse faire le climat. Oui, c'est une manière dont les gens comprennent implicitement l'affirmation qui est: si on ne fait rien, les émissions augmentent jusqu'en 2100. Parce que qu'est-ce que c'est que des émissions qui augmentent dans l'esprit de tout le monde? C'est une consommation d'énergie qui augmente. Qu'est-ce que c'est qu'une consommation d'énergie qui augmente dans l'esprit de tout le monde? C'est un PIB qui augmente. Donc en gros, quand on dit si on ne fait rien, les émissions augmentent jusqu'en 2100, on est en train de dire si on ne fait rien, l'économie est en croissance jusqu'en 2100. Alors, du coup, la majeure partie des gens vont vous dire pourquoi voulez-vous qu'on fasse quelque chose? Puisque si on ne fait rien, tout va bien, entre guillemets, jusqu'en 2100. Alors, évidemment, c'est une vue de l'esprit. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, dont le titre est évidemment à prendre au second degré, c'est que les désordres liés à l'inaction, ils commencent déjà à se faire sentir dès à présent, à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental, et que si on ne fait rien, entre guillemets, ce n'est pas des émissions croissantes jusqu'en 2100, c'est des émissions qui vont arrêter de croître bien avant 2100, parce que le fait de ne rien avoir fait, entre guillemets, va rendre le monde suffisamment hostile pour que l'économie ne puisse plus être en croissance, mais au contraire va devenir structurellement en récession. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour décorréler croissance et pétrole? Est-ce qu'on peut concilier les objectifs de sobriété énergétique et croissance? Formellement, oui. Factuellement, très difficilement. Parce que quand on regarde ce que les gens comprennent comme étant la croissance de l'économie, ils comprennent ça comme étant la croissance des mètres carrés disponibles par personne, la croissance du nombre de voitures disponibles par personne, la croissance du nombre de voyages en train disponibles par personne, du nombre d'oignons disponibles par personne, etc. Et tout ça se traduit, tant que la comptabilité nationale était faite pour ça, par une augmentation du PIB par personne. Mais ça se traduit aussi par une augmentation de la production industrielle. C'est-à-dire plus de tables, plus de chaises, plus de mètres carrés, plus de lunettes, tout ça c'est l'augmentation de la production industrielle. Or, transformer de plus en plus de matière pour faire des tables, des chaises et des lunettes en utilisant de moins en moins d'énergie, à un moment vous butez sur une impossibilité physique. Donc l'idée qu'on va arriver à résoudre les grands problèmes d'environnement dans le monde, à 9 milliards d'individus, avec un PIB par personne en augmentation, personnellement, je n'y crois pas. Et comment expliquer qu'aujourd'hui, les énergies vertes, entre guillemets, ou encore les énergies non conventionnelles ne permettent pas encore de prendre le relais sur les énergies fossiles? Une des choses que j'explique dans ce livre aussi, c'est que historiquement, nous sommes passés des énergies vertes aux énergies pas vertes. Donc quand on regarde la civilisation humaine, elle s'est d'abord développée avec le soleil, le vent, le bois, etc. Et si on est passé à ces affreuses choses que sont le pétrole, le charbon et l'horreur absolue pour les Français qu'est l'uranium, c'est bien parce que ces énergies-là avaient des avantages sur les énergies renouvelables. Alors elles ont un gros inconvénient, elles ne sont pas renouvelables. Un deuxième gros inconvénient pour les énergies carbonées, c'est qu'elles changent le climat.
Sinon, pour le reste, elles sont beaucoup mieux que les énergies renouvelables. Elles sont beaucoup plus faciles à extraire de l'environnement, donc elles coûtent beaucoup moins cher, et elles offrent la possibilité d'une palette d'usages beaucoup plus vaste. Quand on pense énergie renouvelable en France, on pense essentiellement solaire et éolien. Il faut savoir que c'est l'arbre qui cache la forêt. Sur les 15 dernières années dans le monde, l'énergie qui a le plus augmenté, et de très loin, c'est le charbon. Et il a augmenté 30 fois plus que le solaire. Donc ce qui se passe en ce moment dans le monde, ce n'est pas du tout l'essor des énergies renouvelables, c'est l'essor du charbon. Voilà, encore des petites choses à méditer. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.